je participe à cette exposition parce que j'y étais convié. Voilà, c'est arrivé un petit peu comme ça, de façon inattendue. Donc, j'ai exposé avec Marion Auster à une certaine époque. Marion Auster est revenue à moi en me disant qu'il y avait une exposition sur le sacré. Elle m'a dit, écoute, si tu veux y participer, bon, écoute, voilà, la porte est ouverte. Voilà comment les choses se sont faites. D'accord. Alors là, ce sont tes œuvres. Je vois Oui. ce beau tableau magnifique en couleur Merci. dorée. Bon, on va rester sur celui-là parce que moi, je veux que tu m'expliques tout. Mais bon, on va rester. Ça va être compliqué, Est-ce que hein. tu peux nous parler un peu de ce tableau, s'il te plaît? En fait, là, c'est de la symbolique, en fait, pour moi. En fait, la symbolique, c'est quelque chose qui est un langage qui est très ancien. Avant même la lettre, on avait la symbolique. On a des artefacts préhistoriques qui sont symboliques et qui ont traversé les millénaires. Ça relève de traditions. Les traditions marchent avec les symboles. Avant même que nous ayons la lettre, on avait le symbole. Or, le symbole, depuis l'aube de l'humanité, c'est le talisman, c'est le totem. Donc, ça avait un poids, ça pesait quelque chose dans l'appréciation collective, dans l'entendement collectif. Il y avait une signification. Ça correspondait à quelque chose auquel on attribuait une valeur particulière. Et c'est cette notion de valeur qui réfère justement à la dimension sacrée de la chose. C'est cette notion de valeur. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on va être amené dans la société, ou même à titre individuel, à attribuer une valeur à quelque chose qui, à l'origine, n'est pas censé en avoir. Donc, ça peut être, par exemple, la photo d'une personne que vous avez connue, qui est décédée. Cette photo, vous y tenez plus que tout. Donc, vous accordez à cette photo une dimension toute particulière. Elle devient sacrée. D'accord. Donc, vous avez, à travers l'humanité, les codes, les conventions sociales qui ont fait que certains objets devenaient sacrés. Par exemple, depuis la préhistoire, on a ce qu'on appelle les totems. Quand un bébé naissait, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à maintenant dans les traditions, en Afrique, par exemple, on attend pour donner le nom à l'enfant. Parce qu'on doit consulter Tout à fait. les ancêtres. Tout à fait. Et pourquoi? Parce qu'il faut déterminer quels sont ces totems. Et c'est en fonction de l'identification des totems qu'on va pouvoir maintenant voir quelle lignée va suivre l'enfant et quel va être son nom. Des fois, on met 4 mois avant de nommer un bébé dans certaines populations. Donc, cette notion de dimension totémique, c'est quelque chose qui existe depuis l'aube de l'humanité, avant même que la lettre apparaisse. Et on l'a vu en Occident, par exemple. En Occident, où on parle beaucoup de religion, eux aussi avaient intégré cette notion de totem à travers la talismanie, puisqu'un objet vulgaire devenait un objet sacré par la sacralisation. On sacralisait l'objet selon des conventions particulières, rituelles, et cet objet profane, entre guillemets, ou cet objet vulgaire, entre guillemets, devenait un objet sacré. Donc la dimension du sacré, c'est une estimation que l'on porte à quelque chose en vertu d'une tradition ou autre, en vertu d'une émotion ou autre. Mais en tout cas, il y a un côté, comment dirais-je, on sublime un objet à un moment donné. On porte un objet à un état qu'il n'avait pas à l'origine. Et au niveau émotionnel, on le charge. On charge l'objet. On charge avec de l'énergie. Exactement. Qui n'est pas palpable et invisible. Et cette entre énergie, guillemets. elle est invisible, mais c'est l'énergie vitale. Alors, en fait, moi, j'ai craqué sur ce tableau. Ouais. Il est magnifique. Je vais quand même le montrer bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi parle ce tableau? En fait, j'ai mis 3 principes. Oui. Les 3 principes que j'ai mis dans le triangle, ce sont les principes le principe masculin, le principe féminin, au même niveau, puisque pour moi ça réfère à l'androgynie universelle. Tout à fait. Et qui descend ensuite sur la pointe inférieure du triangle, Oui. qui est le principe de reproduction, par lequel la vie peut trouver une pérennité. On ne pourrait pas avoir de pérennité, de prospérité et durée si on n'avait pas ce principe
de reproduction. Et ce qui donne évidemment l'humain, l'homme, qui synthétise tout ça, l'homme. Est-ce que donc, si j'ai bien compris, c'est-à-dire les deux points-là, qui Oui. sont... C'est le principe homme et le principe femme. donc ça veut dire C'est qu'en la fait... jumélité Ah, originelle. merci, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on appelle les jumeaux. C'est la jumélité originelle. C'est ce qu'on retrouve dans le vaudou, Oui. particulièrement. Et ça, par contre, c'est le tout. Le tout. C'est-à-dire, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est l'énergie vitale. Tu vois, qui est en tout. Qui est partiel et totalité. Exactement. Tout à fait. Celui-là aussi, waouh. Ah là là. Donc là, c'est pareil. Bonjour Suzanne. Ça va bien? Ça m'a fait plaisir. Et ce tableau-là, qui est en Alors face là- de moi, Là, c'est les différents niveaux de conscience de l'individu. Donc, en fait, j'ai fait une synthèse sur les 10 niveaux de conscience de l'arbre des séphirotes. Et donc, j'ai voulu montrer à travers cette couronne un individu qui est sublimé à travers un démarche transcendantale oui, qui lui fait traverser ces 10 niveaux de conscience. Parce que l'arbre des séphirotes ou l'arbre de vie, ce n'est ni plus ni moins que, par analogie, un parallèle avec l'humain. Et on retrouve dans l'arbre des séphirotes ou l'arbre de vie les 3 niveaux de l'individu qui sont Oshma, Bina et Keter, c'est-à-dire l'individu instinctif, l'individu intellect et physique, à proprement parler, tu vois, intellect, et ensuite spirituel. Et l'individu spirituel, c'est l'individu qui est couronné, qui peut se départir de 2 autres. Et il devient individu lumineux. C'est pour ça que ceci, c'est à la fois la représentation de la lumière, mais également la représentation de la force qui s'anime, la lumière qui s'anime, un peu comme une volute. Ça a la forme circulaire d'une volute. C'est ça qui est important, de la spirale. La spirale en soi, c'est cette dynamique circulaire. la spirale du commencement, avec les Et eaux de la fin, primordiales, c'est c'est ça? l'alpha et l'oméga. Ouais. L'individu est alpha et oméga. Ça, d'ailleurs, le titre du tableau, c'est l'alpha et l'oméga. D'accord. C'est bien cela. Et là, on dirait un disque, en fait, un disque solaire, je ne sais pas comment je dois l'appeler, l'univers. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais C'est comment tu le c'est ressens? magnifique. Comment tu le ressens? Eh ben, moi, je peux pas dire ce que je ressens dans l'interview, mais on en reparlera Il parce y a que j'ai quelque pas chose envie. de particulier dans ce tableau. Oui, C'est qu'en fait, il y a une composition qui laisse penser à quelque chose de très lourd, de très pesant. de constant. Non, de très très lourd, D'accord? qui pèse. D'accord? Que quand tu vois ce tableau, tu sais que tu ne peux pas le soulever. Parce qu'il pèse plusieurs kilos. Mais en réalité, c'est l'inverse. Tu peux le prendre avec 2 doigts et le soulever. Ce qui veut dire dans le langage. En fait, c'est-à-dire que Pour les profanes. nos sens nous trompent. Nous pouvons dégager, nous pouvons émettre et nous pouvons propager une énergie monumentale à partir de vraiment pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas sous-estimer les autres à travers leur physique, à Je suis travers leur d'accord. couleur, à travers leur handicap, à Leur travers leur genre. habillement, l'argent, oui. Parce que ce tableau est un trompe-l'œil. Il donne l'impression de peser des kilos, il pèse rien. Mais par contre, il dégage l'énergie qu'il faut. Et le but du jeu dans la vie, c'est ça. C'est d'avoir une consistance, de déployer, de développer, de propager une énergie qui soit très puissante pour que nous soyons nous-mêmes totems. Nous sommes potomitants. Et là, effectivement, on ne se fait pas que des amis. Parce que nous dérangeons. Tout à fait. Parce qu'à travers l'énergie qui est en nous, nous occupons l'espace. Et ça va déranger beaucoup. Il va falloir se préparer. C'est ça le totem vivant. Le totem vivant en Afrique, on sait ce que c'est. Ah oui. Ah oui. Waouh. Mais la dimension totémique, c'est quelque chose qui a été complètement, qui est devenu tabou par le fait religieux. D'accord. C'est-à-dire la religion considère le totem comme quelque chose de païen et qu'il faut absolument faire disparaître. Le totem, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'on a qualifié le totem de fétiche. Mais fétiche, ça n'existe pas. C'est une supercherie de langage. D'accord. Le fétiche n'existe pas. Et les féticheurs non plus. Et ces tableaux-là, Comment? ces tableaux-là dont
Alors qui ça, est juste en face de moi. c'est la levée des nuées. La levée? La levée des nuées. Ça veut dire tout simplement qu'à partir de rien, tu peux faire sortir le tout. À partir de rien, tu peux faire sortir le tout. Parce que tous les éléments sont représentés. Ils sont tous là. Les 4 éléments. Les 4 éléments sont là. L'air, Sur un même l'eau, tableau, la terre, le feu. Ils sont tous les 4 dans ce tableau. Un mélange, ouais. C'est un mélange. Ils se En fait, mélangent de façon harmonieuse. est-ce que tu essaies de dire, c'est-à-dire que tout est lié? Tout est lié. Tout est lié. Tout part du tout et Oui. retourne au tout. C'est profond, hein, ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'en fait, la création physique Oui. intègre l'idée de 4 éléments qui sont interactifs. Il y a une interactivité des éléments. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque lorsqu'on s'intéresse au domaine des esprits, on se rend compte que chaque famille d'esprits va avec un élément particulier. Tu as les esprits de l'eau, les esprits de l'air, les esprits de la terre et les esprits du feu. Donc il y a bien des hiérarchies d'esprits, mais il y a aussi une classification des esprits en fonction des éléments qui interviennent. Et ça, c'est important de connaître cette dimension-là. Mais elle est païenne, elle est taboue. Mais elle est une réalité. Et je résume ça à travers ça. D'accord. Tout est animé ici, mais tout s'imbrique l'un dans l'autre, les 4 éléments. Et donc, si tu fais par exemple un rituel, entre guillemets, traditionnel avec les éléments, à travers ça, tu vas savoir de quel élément faire intervenir. Si tu as l'initiation, si tu as la tradition, tu as été enseigné. Malheureusement, cette initiation, on l'a perdue, en fait. La masse l'a perdue. Mais les gens n'ont pas envie de savoir. Ça les dérange. Oui. Alors, nous revenons au premier tableau qui m'a beaucoup attiré. Ça, c'est un être humain. Comment c'est un être humain? Ça, c'est un être humain. Oh là là, il est magnifique. Tu peux nous expliquer? Ici, tu as le tout. Oui. Ensuite, tu as la cristallisation dans le tout de la bipolarité de l'individu, de la binarité de l'individu, Oui. C'est-à-dire le dualisme universel, où les deux, on est ce qu'on appelle dans l'analogie des contraires. C'est-à-dire les lois universelles s'appliquent et dans une partie et dans l'autre. Parce que les deux antagonistes, en fait, ne se détruisent jamais. Il ne faut que se complémenter. Et au milieu, j'ai mis cette barre dorée, le doré représente l'excellence. Mais il représente aussi l'état sublime de l'être. Donc l'excellence, l'état sublime de l'être, mais dans l'arbitre, c'est-à-dire le souci de raison et de justice. C'est ça, c'est le pilier, c'est ce qui fonde cette œuvre-là. D'accord. Donc ici, tu as un antagoniste et ici, tu as son complémentaire. Et ça, c'est l'arbitre qui te permet, toi, de te positionner. C'est la symbolique du caducée. La symbolique du caducée, tu as la force vitale et tu as la force fatale. La force vitale et volontaire de l'individu qui s'oppose à la force de la fatalité. Et ce qui va te permettre de jongler avec ça, c'est ton arbitre. C'est le symbolique du caducée qui est là. Parce que la symbolique du caducée, les serpents, les queues tournent vers l'extérieur et jamais vers l'intérieur. Quand tu vois un caducée avec les queues des serpents qui viennent l'un contre l'autre, c'est pas le vrai caducée. Le vrai caducée les pointe vers l'extérieur parce qu'ils ne sont pas ennemis, ne se piquent pas et ne s'empoisonnent pas. C'est comme quand on parle de la spirale du début, comment nos ancêtres égyptiens ont expliqué la naissance du monde. Oui, c'est l'Ouroboros. D'accord. C'est l'Ouroboros, c'est encore autre chose. L'Ouroboros, effectivement, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est l'alpha et l'oméga. Mais là, on est dans autre chose. On est sur la symbolique du caducée, c'est-à-dire l'analogie des contraires. Et là, qui est nécessaire à la manifestation. Et donc ça, c'est la manifestation, c'est-à-dire il en découle une manifestation, une cristallisation des principes. Et l'individu, donc comme je le disais, avec sa dualité des genres et son principe de reproduction, va reproduire un humain qui devra maintenant, lui, cet humain, développer sa dynamique en termes d'énergie et de lumière pour obtenir son autonomie dans l'univers. D'accord. S'il est soumis aux forces fatales, il ne pourra pas développer cette dynamique. C'est clair. Merci. En fait, c'est la base de toutes les traditions qu'on voit chez les Amérindiens, qu'on voit en Afrique. Partout, c'est la base. Ça repose sur des principes, des raisons et de justice, mais aussi cette volonté de transcendance, de comment je vais me transcender à travers ces principes pour devenir un individu vertueux. Et ce caractère vertueux, il n'est pas égoïste. Il est fait pour que j'intègre ces principes pour pouvoir ensuite moi-même les transmettre.
La lumière que je vais pouvoir développer en moi, il faudra qu'elle ne soit pas égoïste, sinon ce n'est plus de la lumière. C'est ce que j'appelle la fausse lumière. Malheureusement, c'est ce qu'on vit actuellement dans la Absolument. troisième dimension. Exactement. Ouais. Le but, c'est quand tu es un être lumineux, tu dois utiliser cette lumière pour ton entourage, pour les autres. Tu vois? Et c'est pour ça qu'un être lumineux, il est a fortiori, il est implicitement empathique. Il n'y a pas d'être qui ait de la lumière en lui qui ne soit pas empathique. Parce qu'un individu qui est lumineux sait sentir en l'autre et la lumière et l'obscurité. Lorsqu'on parcourt tous ces magnifiques tableaux, en fait, je voudrais poser une question, tout simplement, qu'il s'agit du résumé. La base, en fait, le résumé général. Qu'est-ce que tu veux lancer comme message Le en dehors message du est très sacré? simple. Le message est très simple, c'est que le monde manque d'empathie. Ouais. La lumière, elle se nourrit de l'empathie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que quand je suis empathique, je suis capable de ne pas être assujetti à mon ego. Parce que si je suis assujetti à mon ego devient malade. Je développe une pathologie de l'ego qui fait que je fais un déni de l'autre. Or, c'est une hérésie en soi, dans la création, que de faire un déni de l'autre. Parce que l'autre, c'est moi. C'est ce que certains appellent le Ubuntu, même si c'est une expression récente. Oui. C'est-à-dire faire en sorte que quand l'autre est joyeux, je suis joyeux. Mais quand il a mal, j'ai mal. Bien sûr, puisqu'on est liés. Si on pouvait intégrer ça, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas toutes ces inégalités. Si on vit cette souffrance humaine aujourd'hui, c'est parce qu'on fait un déni des principes universels. Les principes universels qui garantissent la pérennité de l'humanité, mais qui garantissent aussi la voie de transcendance que chaque individu devrait avoir lorsqu'il aborde la vie. Merci beaucoup.